Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le décret tertiaire. Alors, on va bientôt commencer. Euh, pour vous expliquer rapidement le principe, c'est en mode webinaire. Vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton questions-réponses sur Zoom, Q et R. En fait, le bouton s'appelle Q et R, que vous avez normalement soit en haut, soit en bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions dans cette partie-là, dans le chat, soit les intervenants y répondront au fur et à mesure, au fil de l'eau. Soit à la fin, on aura un temps de questions-réponses ou un temps d'échange. Nous pourrons répondre aux questions sur lesquelles nous ne sommes pas passés. Vous pourrez également à la fin lever la main. Il y a le bouton, pareil, normalement, lever la main. On pourra permettre de parler durant ce temps d'échange à la suite du webinaire. Donc, comment ça va se dérouler? Bon, moi, je vais d'abord me présenter, Pierre Walter, je travaille à Objectif de Degré. Et donc, le déroulement, on va vous rappeler le programme par la suite, mais le webinaire va se décomposer en 5 grandes parties, avec 4 intervenants principaux qui vont chacun parler 10 minutes. Il y aura un temps de... Excusez-moi, je crois qu'il y a de l'écho. Voilà, je vais couper le retour. Voilà. Donc, chaque intervenant parlera une dizaine de minutes et à la fin, on aura 20 minutes de questions-réponses. Donc voilà. Il est quelle heure? Il est 11h06. 75 participants. On va pouvoir commencer d'ici peu. OK. Donc on va y aller. Je vous préviens que ce webinaire est enregistré à partir de maintenant. Nous vous enverrons à la suite, à la fin de ce webinaire par mail, nous enverrons le lien de rediffusion, le PowerPoint, la présentation qui va dérouler, et puis un document avec les questions et les réponses que nous vous fournirons par la suite. OK, donc on est parti. Voici un peu le déroulé de ce webinaire. Tout d'abord, une introduction, une présentation du contexte. Ensuite, en deux, la DREAL Bretagne présentera le dispositif du décret tertiaire et puis rappellera les échéances réglementaires. En trois, nous aurons Énergence qui parlera qui répondra à la question comment les structures de Brest Métropole peuvent-elles se faire accompagner sur le sujet. En quatre, Objectif de Degré interviendra sur comment transformer une obligation en opportunité. En 5, le groupe SNEF interviendra sur comment bien intégrer le dispositif dans l'exploitation de ces installations. Et puis enfin, en sixième, un temps d'échange et de questions-réponses. Voilà. Donc, un petit rappel, parce que je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment dans l'onglet qui est soit en bas, soit en haut de votre écran, le bouton Q et R, questions-réponses. Vous pouvez poser des questions à tout moment et nous ferons en sorte d'y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin, durant le temps d'échange. Petite introduction du contexte. Ce webinaire est organisé par la coalition Tomorrow. Tomorrow est un programme européen qui est porté par la ville de Brest Métropole et qui est initié en 2020 dans le cadre un projet européen qui regroupe 6 villes pilotes. Voilà, Brest Métropole anime une partie de ce programme européen et appelle les acteurs locaux à s'engager sur des actions d'atténuation du changement climatique. Tout ça dans le cadre du plan climat. Donc à ce sujet, on a une petite annonce, un temps fort, jeudi 17 novembre, une journée pour les acteurs économiques dans le cadre de la COP Brest Métropole. Donc si vous voulez retenir la date, c'est important. Voilà.
Et donc, au sein de Brest Métropole, ce programme dispose de plusieurs coalitions en fait, qui regroupent des acteurs qui veulent faire bouger les choses et qui initient des actions, des démarches pour, en lien avec le plan climat également. Donc, depuis mai 2022, nous avons donc les 4 intervenants que vous allez, qui vont parler durant ce webinaire ont été à l'origine, à l'initiative de création d'une nouvelle coalition, la coalition Rénovation énergétique tertiaire privée, donc qui déjà initié plusieurs actions, qui a plusieurs actions en réflexion à ce jour sur comment promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires privés au sein de la métropole. Et puis, tout ça pour, évidemment, dans un but de faire des économies sur les factures énergétiques et puis de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Bon, ce webinaire est donc notre première initiative pour présenter un petit peu ce sujet. Donc, je vais rapidement, avant de passer à la suite, vous présenter les intervenants. Je vais revenir sur le PowerPoint. Donc, en premier, vous allez avoir Solène Piriou de la DREAL qui va... Chacun se présentera avant, bien évidemment, avant de parler. Solène Piriou de la DREAL vous présentera le dispositif. Ensuite, Énergence. Audrey Pierre d'Énergence présentera comment les structures de Brest Métropole peuvent se faire accompagner. Ensuite, on aura Objectif de degré Hervé Appéré et accompagné par Gilda Lambert qui présenteront transformer l'obligation en opportunité. Ensuite, Amélie Bonnet du groupe SNEF présentera comment intégrer le dispositif dans ces exploitations de ces installations. Et puis enfin, le temps d'échange, chaque intervenant pourra répondre également en appui avec Éloine Lanuzel qui travaille à Objectif de degré, qui est expert en chef de projet énergie-climat, qui maîtrise plutôt bien le décret tertiaire, même une expertise sur la plateforme Opéra, pourra répondre à toutes vos questions sur le sujet. Donc voilà, on va pouvoir passer au premier intervenant, Solène Piriou. Je vais lui laisser la main. Oui, bonjour. Juste pour commencer, Zoom m'a dit que je ne peux pas démarrer la vidéo parce que l'animateur l'a arrêté. Je ne sais pas si tu peux corriger ça, mais sinon, je n'ai pas forcément besoin de ma vidéo non plus. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter la partie réglementaire sur le décret tertiaire. Je suis Solène Piriou de la DREAL Bretagne et je suis en charge notamment du portage de la réglementation sur le décret tertiaire. Donc, très rapidement, la DREAL Bretagne, qu'est-ce que c'est? C'est un service déconcentré du ministère de la Transition énergétique et de la cohésion des territoires. Et donc, c'est une structure qui représente les services déconcentrés de l'État et on intervient sur des thématiques très larges et notamment tout ce qui est efficacité énergétique. Et c'est à ce titre que je suis là. Du coup, en une dizaine de minutes, la présentation du décret tertiaire, ça va aller vite, mais comme on vous l'a dit, il sera toujours possible de poser des questions via l'outil à cet effet. J'y répondrai au fur et à mesure, et puis il y a le temps de questions aussi en fin de séance. Donc, le décret tertiaire va concerner les bâtiments qui sont de plus de 1000 m². Alors, qu'est-ce qu'on entend par bâtiment de plus de 1000 m²? Il s'agit d'un bâtiment qui est entièrement dédié aux activités tertiaires et qui fait plus de 1000 m² de surface de plancher. Ça, c'est le cas simple. Sinon, vont aussi être concernés des bâtiments qui ont des activités tertiaires, mais aussi, par exemple, des activités primaires ou secondaires. Par exemple, un grand groupe industriel va avoir une partie industrie, une partie
et une partie bureau, restauration, etc. À ce moment-là, on va prendre en compte toutes les surfaces dédiées au tertiaire. Et si on passe les 1000 m², à ce moment-là, les surfaces dédiées au tertiaire uniquement seront concernées par le décret tertiaire et les obligations qui sont associées. Et la dernière possibilité, c'est quand on a plusieurs bâtiments qui sont sur une même unité foncière ou sur un même site. Encore une fois, on va faire la somme de toutes les surfaces dédiées au tertiaire de tous les bâtiments. Et si on passe le seuil des 1000 m², à ce moment-là, toutes ces surfaces-là sont concernées. L'unité foncière, pour vous donner un exemple, c'est quand vous avez deux parcelles qui sont voisines et qui appartiennent au même propriétaire. On a souvent le cas pour une mairie, par exemple. Le coup classique, c'est la mairie et l'école qui sont sur des parcelles voisines. C'est deux bâtiments distincts, mais comme la mairie est propriétaire à la fois de la parcelle de la mairie et la parcelle de l'école, à ce moment-là, on va faire la somme des surfaces de la mairie et de l'école. S'il y en a une qui fait 500 m², l'autre 600, avec les deux, on dépasse les 1000 m², les deux sont assujettis. Et un site, là, c'est un peu plus intuitif comme notion. Vous avez par exemple des cités scolaires, des sites hospitaliers, etc. Ça peut être plusieurs parcelles, ça peut être traversé par une route, mais si on a vraiment un lien fonctionnel entre les différents bâtiments, à ce moment-là, on considère que c'est un site, et il faut faire la somme de toutes les surfaces de tous les bâtiments. Voilà. Le décret tertiaire, ça concerne à la fois le tertiaire public et le tertiaire privé. Donc, associatifs, entreprises, État, collectivités, tout le monde. Le décret tertiaire va concerner à la fois les propriétaires et les locataires. Quand je vous parlais de l'assujettissement, on raisonne bien au bâtiment, mais après les obligations, elles vont revenir aux propriétaires et aux locataires, pour chacun ses responsabilités. Et il y a très peu d'exceptions à cette réglementation. Vous avez uniquement construction provisoire, lieu de culte et les activités défense, sécurité civile et sûreté intérieure. Alors, une fois que on a fait le point sur qui est assujetti, on peut se demander quelles sont les obligations dans les faits. Alors, dans les faits, le décret tertiaire, ça va vous soumettre à deux obligations. La première, c'est tous les ans déclarer vos consommations d'énergie sur une plateforme dédiée qui s'appelle la plateforme Opera. Et l'autre obligation, c'est réduire progressivement votre consommation d'énergie avec des seuils maximum en fait, à atteindre en 2030, 2040 et 2050. Au 30 septembre de cette année, c'est là que le décret tertiaire commence et c'est là que les obligations commencent. Et donc, il y a un peu plus que pour les autres années parce que au 30 septembre 2022, tous ceux qui sont concernés devront être inscrits sur la plateforme. Ils devront avoir déclaré leur bâtiment assujetti. Ils devront avoir déclaré leur consommation d'énergie des années 2020 et 2021. Il y a 2 années à déclarer en 2022, puisque le décret tertiaire, il devait commencer l'année dernière. Il était repoussé d'1 an à cause de la crise sanitaire, mais la consommation d'énergie de l'année 2020 est toujours à déclarer. Il vous faudra aussi choisir une année de référence entre 2010 et 2019 et déclarer la consommation qui y est associée. Pourquoi déclarer une année de référence? C'est parce que dans les objectifs dont je vous parlais de réduction de consommation à atteindre en 2030, 2040, 2050, il y a deux sortes d'objectifs, un qu'on appelle en valeur relative, qui est donc par rapport à l'année de référence dont je vous parlais sur les slides précédentes, d'atteindre moins 40% sur votre consommation d'énergie en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. On parle bien de consommation en énergie finale, donc à partir de ce que vous avez sous facture. Il y a un autre objectif, c'est une consommation d'énergie seuil, ce qu'on appelle en valeur absolue. Donc, ce sera des arrêtés qui, à chaque décennie, définissent pour les types de bâtiments, par exemple les bâtiments scolaires. Un bâtiment scolaire, il ne devra pas dépasser plus de tant de kilowattheures par mètre carré par an. Et à ce moment-là, si votre bâtiment il consomme moins, vous avez atteint votre objectif. Globalement, ces deux objectifs, ça vous permet
pas être dans un cas particulier selon que vous ayez un bâtiment neuf ou pas. Par exemple, si on prend un cas d'un bâtiment qui est assez ancien, qui n'est pas très performant énergétiquement, vous avez sur le graphique, c'est le cas numéro 1 qui est en haut, vous avez votre consommation de l'année de référence qui est tout à gauche. Et là, vous dites bon, moins 40% par rapport à la consommation de mon année 2019. Ça me fait arriver à tant de kilowattheures. C'est au-dessus de la consommation seuil pour l'année 2030. Donc, c'est plutôt l'objectif en valeur relative qui va m'intéresser. À l'inverse, si vous avez un bâtiment qui a été livré en 2018, il va être très performant. Si vous calculez moins 40% par rapport à votre consommation de référence, à ce moment-là, vous allez tomber sur un chiffre assez bas, difficile à atteindre, et surtout plus bas que la consommation seuil. A priori, un bâtiment qui a été livré récemment, il va déjà atteindre, en fait, il va déjà être plus performant que cette consommation seuil pour l'année 2030. Donc, il faut regarder ça, surtout si vous avez un bâtiment performant ou pas très performant. Vous n'avez pas besoin de choisir entre l'un des deux objectifs. C'est utile de choisir pour votre stratégie patrimoniale, bien sûr, mais vous n'avez pas à déclarer dans la plateforme quel objectif vous choisissez. La plateforme calculera les deux. Si vous en atteignez un, c'est bon. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemptions. Par contre, il y a des possibilités de moduler les objectifs. Vous pouvez moduler votre objectif si vous avez des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales qui font que ce n'est pas possible pour vous d'atteindre les objectifs qui sont donnés. À ce moment-là, vous faites un dossier technique, vous expliquez quelles sont les contraintes, vous expliquez ce que vous ne pouvez pas réaliser. La slide est passée toute seule. Oui, c'est bon, je fais vite. Du coup, si vous expliquez dans le dossier technique quelles sont globalement les choses que vous ne pouvez pas réaliser, vous recalculez l'objectif que vous pouvez atteindre avec les choses qui vous sont techniquement possibles, et à ce moment-là, vous aurez votre objectif modulé qui fait que vous avez toujours besoin de réaliser des travaux, des actions d'économie d'énergie, mais seulement sur ce qui est possible. Ces dossiers techniques, ils sont à rendre pour le 30 septembre 2027, donc vous avez un peu plus de temps. Si votre activité change, si le volume d'activité change, à ce moment-là, effectivement, votre consommation d'énergie va changer aussi. Mais là, pas d'inquiétude, c'est automatique. Dans Opera, vous avez des indicateurs d'intensité d'usage. Vous allez pouvoir les changer au fur et à mesure et ça va moduler votre objectif automatiquement, de sorte à ce que ce n'est pas parce que votre entreprise est en pleine croissance que vous allez être mis à mal par votre objectif décret tertiaire. Si vous avez plus d'activité, vous pouvez consommer plus, c'est normal. Et enfin, il y a le cas de disproportion économique. C'est un peu comme la contrainte technique. Vous faites un dossier technique, vous expliquez que vous pourriez isoler votre bâtiment techniquement, mais ça vous fait un temps de retour sur investissement d'une centaine d'années, et donc c'est complètement disproportionné économiquement. Vous faites un dossier technique, vous expliquez ça, et basé sur les temps de retour sur investissement, en prenant en compte ce qui est dans le décret en fait, de la réglementation. Vous avez des temps de retour sur investissement à partir desquels on part du principe que vous pouvez moduler votre objectif pour disproportion économique. Si vous avez un parc de bâtiments assez conséquent, vous pouvez aussi mutualiser vos résultats. Si vous avez un bâtiment, par exemple, qui n'est pas très performant énergétiquement, vous commencez par le rénover lui, mais que du coup, sur le bâtiment voisin, vous êtes un peu au-dessus de l'objectif. Vous pouvez en fait mutualiser tous les surplus de kilowattheures que vous avez gagnés sur un bâtiment pour compenser un autre qui n'aurait pas atteint ses objectifs. Si vous installez des bornes de recharge de véhicules électriques sur votre parc, vous pourrez enlever les consommations qui sont associées à ces recharges-là. Et si vous avez des énergies renouvelables sur place que vous autoconsommez, à ce moment-là, ce ne sera pas ce sera pas des consommations, ce sera comme si vous pouviez soustraire ces consommations-là, puisque ce n'est pas dans vos factures. Mais à partir du moment où, même si vous utilisez des énergies renouvelables, mais qu'elles vous sont facturées, là, vous ne pouvez pas les soustraire, puisqu'on part du principe que ce n'est pas parce qu'on produit des énergies renouvelables que ça nous donne une licence pour surconsommer. Et donc, le choix a été fait de ne pas soustraire les énergies renouvelables, même si elles sont produites sur site. Je vous avais juste mis en dernière diapo un
visuel de la plateforme, pardon, les liens vers la plateforme où vous avez plein de ressources et surtout une foire aux questions qui est très détaillée et très intéressante, sur laquelle vous trouverez, je pense, beaucoup de questions et des réponses à des questions assez précises. Et je peux passer la main pour la suite. Ok, merci. Merci Solène. Alors, on va pouvoir enchaîner avec Audrey, normalement, qui est là. Audrey, est-ce que tu peux accepter euh, la requête? Donc, on va enchaîner avec voilà, comment les structures de Brest Métropole peuvent-elles se faire accompagner sur le sujet. Oui, Bonjour, bonjour à tous. tu peux activer ta caméra normalement. Parfait, super, et on Super. m'entend, c'est formidable. Excellent. Et je te passe la main pour que tu puisses passer les slides toi-même. Et voilà, tu peux te présenter en premier et c'est parti. Parfait, c'est noté, je te remercie. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Audrey Lefouet-Pierre, je suis conseillère à Émergence. D'abord, une petite présentation d'Émergence. Émergence, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat du pays de Brest. Donc, on a des missions qui visent à promouvoir la maîtrise de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables sur le territoire du pays de Brest. On n'est pas que sur Brest Métropole. Et donc, on a des missions qui vont nous permettre de sensibiliser, de conseiller, d'accompagner un petit peu tous les publics possibles. Hein. J'ai des collègues qui travaillent en animation scolaire, j'ai des collègues qui travaillent sur la rénovation de l'habitat des particuliers via la plateforme Tinergie, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et on travaille aussi avec des communes et des communautés de communes via ce qu'on appelle le conseil en énergie partagée et également avec les entreprises. Voilà, donc pour une petite présentation très rapide d'Émergence, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire défiler un petit peu les dispositifs de soutien, dispositifs d'accompagnement qui sont proposés par Brest Métropole aux entreprises de son territoire. Voilà, on va aller de la sensibilisation à la mise en réseau, au travail sur tout ce qui est RSE et pourquoi pas aller jusqu'à tout ce qui est autour des études d'opportunité sur les énergies renouvelables. Donc c'est parti, premier dispositif qui est en cours actuellement, qui est plutôt orienté autour de la sensibilisation des usagers d'un bâtiment, qu'ils soient salariés ou gestionnaires responsables, c'est voilà, le dispositif CAN-SME, qui a un nom un petit peu biscornu parce qu'il est issu d'un projet européen, de financement européen. Mais bon, le but, c'est de proposer un catalogue d'animation pour les salariés, les gestionnaires d'entreprise, qui va permettre de travailler sur la sensibilisation en fait, aux économies d'énergie dans ces lieux, hein, qui peut passer à la fois par les usages, mais pourquoi pas aussi par tout ce qui tourne autour des réglages des installations. Voilà, on est sur un catalogue d'activités qui est particulièrement ludique. Hein. On a notamment un escape game qui marche plutôt bien, pas mal d'animations qui tournent autour de boire un café et discuter avec les gens. Enfin voilà, quelque chose de très convivial. Les animations sont proposées jusqu'en mars 2023. Après le 31 mars, les financements européens s'arrêteront et donc ce catalogue n'existera plus, en tout cas pas sous cette forme-là. Deuxième point, là on est plutôt sur de la mise en réseau, le fait de pouvoir échanger avec vos pairs. Tout d'abord, il y a le service Relations entreprises de Brest Métropole qui a organisé cette année, qui organisera aussi l'an prochain, un cycle d'ateliers sur la transition écologique. Donc, il y a eu un atelier sur l'énergie, sur les mobilités, sur la RSE. Voilà, vous pouvez vous mettre en relation avec le service Relations entreprises pour connaître un petit peu mieux ce qui va se passer là-dessus. Et puis, également, la métropole a édité deux guides qu'on appelle les guides pratiques. Un qui nous concerne beaucoup aujourd'hui, puisque c'est sur la transition écologique, hein, qui va venir un petit peu regrouper tout ce qu'il est possible de faire avec la métropole, et puis un guide un petit peu plus détaché aujourd'hui, enfin de ce dont on parle aujourd'hui, mais qui est plutôt sur les démarches administratives. Voilà, mais il faut aussi passer par là. Voilà, je vous ai mis l'adresse de contact du service Relations entreprises dans la slide. Autre
autre chose qui sont disponibles sur Brest Métropole, donc il y a le projet européen Tomorrow, que vous connaissez peut-être, notamment parce qu'aujourd'hui, on discute dans le cadre d'une des coalitions qui ont pu être montées dans le cadre du projet. Voilà, donc Tomorrow, il y a 3 niveaux d'engagement qui sont proposés aux acteurs économiques, qui ne sont donc pas nécessairement que les entreprises, hein. Le premier, c'est donc la signature d'une charte d'engagement. Ensuite, il y a le fait de rejoindre une coalition d'acteurs. Et puis, il y a le penchant aussi citoyen avec la création d'initiatives citoyennes. Et dans le cadre de Tomorrow, il y a souvent des événements qui sont proposés pour venir échanger avec les membres des différentes coalitions, par exemple. Et un autre groupe qui, là, rayonne à Brest Métropole, certes, mais plutôt dans toute la Bretagne, et même, on peut même mettre les Pays de la Loire dedans, c'est les dirigeants responsables de l'Ouest. Donc là, qui regroupe tout un tas d'entreprises qui veulent s'engager dans l'économie responsable, et ça permet de travailler sur des sujets très divers qui vont aussi sur la mobilité, sur la RSE, sur les achats, sur le recrutement. Enfin voilà, il y a beaucoup de groupes de travail différents qui permettent d'échanger entre entreprises. Et puis, il y a des visites qui sont régulièrement organisées, notamment sur le département du Finistère, hein. Avant les vacances, il était possible d'aller visiter l'entreprise BioBlood qui fait des pâtes type pâtes brisées, pâtes pâtissières. Et puis, là, en début d'année, il y avait une visite de Cadieux Industries. Ensuite, sur la RSE, donc là, c'est plutôt porté par, c'est plutôt des dispositifs qui sont portés par la CCI, éventuellement la CMA. Voilà, donc les collègues de la CCI, les conseillers, proposent à la fois du conseil de premier niveau sur tout ce qui tourne autour des flux, hein, que ce soit l'énergie, déchets, matières premières, l'eau. Et puis, c'est aussi possible de se faire accompagner sur tout ce qui tourne autour de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Les prestations, dans ce cas, elles sont prises en charge par les taxes que vous pouvez peut-être régler auprès des chambres consulaires. Maintenant, quelque chose qui est plutôt porté par Énergence, donc c'est ce qu'on appelle le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, sous-entendu des bâtiments. Voilà, l'idée, c'est que c'est un petit peu comme pour les espaces info-énergie qui existent pour les particuliers, hein. Il y a un numéro de téléphone qui est disponible et une adresse mail. Et si vous avez une question qui tourne autour de l'énergie de manière générale, ou du bâtiment aussi, vous pouvez nous joindre et on est là pour vous répondre dans les meilleurs délais, sur le temps d'un appel téléphonique. Et on peut aussi aller plus loin si nécessaire. Voilà, les questions qui reviennent souvent, hein, ça peut être sur la performance énergétique d'un équipement de manière générale, sur les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, s'il y a des questions sur des financements par rapport, par exemple, à un appel à projet, si vous êtes à la recherche d'une liste de bureaux d'études qui soient qualifiés pour aller chercher les aides, si c'est sur le solaire, etc. etc. Bon, bref, on est là pour servir un peu de guichet d'entrée sur certaines questions, éventuellement vous rediriger vers d'autres acteurs si ça ne fait pas partie de nos compétences. Et dernière slide, je crois, de ma présentation. Donc là, on va plutôt parler d'aide à la décision, en termes un peu larges, mais il y a deux prestations qui sont proposées par Énergence. La première, c'est donc le prédiagnostic. Donc là, le but, c'est de venir visiter le bâtiment, enfin votre bâtiment à vous, entreprise, et puis alors, ce n'est pas vraiment un audit, mais l'idée, c'est de vous proposer un état des lieux du bâtiment. Quels sont les systèmes, qu'est-ce que c'est l'enveloppe, comment est-ce que c'est utilisé, et ensuite de venir voir où sont les pistes d'amélioration et qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage d'économie d'énergie potentielle, qu'est-ce que ça peut représenter en termes d'économie financière qui irait avec. Voilà, on peut aussi parler des contrats de fourniture d'énergie, hein. C'est une question assez intéressante en ce moment, hein, mais est-ce que mon abonnement d'électricité, par exemple, il est vraiment adapté à l'usage véritable que j'en ai dans mon activité? Voilà, enfin, c'est des choses, des questions auxquelles on peut répondre là-dedans. Et deuxième outil d'aide à la décision, c'est l'étude d'opportunité sur les énergies renouvelables. Qui peut porter donc sur le solaire photovoltaïque, sur le solaire thermique, éventuellement sur le bois énergie.
tout ce qui est granulé plaquettes. Et donc, le but de cette étude d'opportunité, c'est de venir donner une première évaluation en fait, de la faisabilité technico-économique d'une telle installation. Donc, pour le solaire, on va regarder les contraintes techniques. Est-ce que les toitures sont bien orientées? Est-ce qu'il y a un masque potentiel? Est-ce que il faut peut-être pas penser à mettre ça sur le bâtiment, mais plutôt en ombrière de parking? Voilà, ce genre de questions. Ces deux études, on va dire, le prédiagnostic et l'opportunité, c'est des choses qui sont prises en charge par Brest Métropole d'un point de vue financier. Donc, il n'y a rien à débourser de la part de l'entreprise et ça permet de se donner une première base pour d'éventuels futurs projets. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais pouvoir laisser la main au prochain intervenant. Ça commence, là. Oui, ça y est, tu peux y aller. Je vais te donner la main. Ok, bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Hervé Appéré, je dirige la société Objectif de Degré et je suis accompagné aujourd'hui de Gilda. Présente-toi, Gilda. Gilda, chef de projet énergie environnement. Alors, 2 minutes pour vous présenter la structure. Objectif de Degré est une société dont le métier est l'assistance à maîtrise d'ouvrage en efficacité environnementale et énergétique. Nos convictions, c'est qu'on croit qu'aujourd'hui, il est possible de réconcilier écologie et économie. Et on pense, on en est même persuadé que prendre le virage vert aujourd'hui, c'est un vrai levier de croissance et de développement. Et ça se traduit par 3 typologies de services. Rapidement, un conseil en efficacité énergétique. Ça peut être par exemple des audits énergétiques ou l'accompagnement des cas tertiaires. Le deuxième pan, c'est le conseil en efficacité environnementale qui se traduit par exemple par des bilans carbone, par la stratégie bas carbone, par de l'initiation à la démarche d'éco-conception. Et puis enfin, troisième partie, l'accompagnement opérationnel, c'est-à-dire notre capacité à mettre en œuvre un plan d'action et d'amélioration à partir des conseils qui auront été donnés. Donc voilà pour la société Objectif de Degré. Alors, notre sujet, on a vu dans un premier temps les aspects réglementaires et les objectifs à atteindre. Ensuite, Audrey nous a parlé de l'accompagnement. Et là, on aimerait vous parler d'un troisième sujet qui nous semble pour nous très important, c'est qu'il ne faut pas considérer le décret tertiaire comme une contrainte administrative obligatoire, mais qu'elle peut se transformer en opportunité. Alors, il y a trois typologies d'opportunités qui permettent d'une part, de limiter sa dépendance au coût de l'énergie, sujet d'actualité, 2, de valoriser son patrimoine immobilier, et 3, d'agir contre le réchauffement climatique. Donc, la première opportunité, c'est de pouvoir limiter sa dépendance au coût de l'énergie. On va passer à la suivante. Donc là, c'est le graphique. Sur ce graphique, c'est le prix du gaz sur la dernière année. Et on voit qu'il y a un an, on payait le gaz à 20 € du mégawattheure et qu'aujourd'hui, il est passé à 75 € du mégawattheure, soit une augmentation de plus de 250%. On est quasiment à un prix qui a quadruplé. Voilà. La suivante, là, c'est la même chose, mais sur l'électricité. Il y a un an tout juste, on payait autour de 60 € du mégawattheure. Et aujourd'hui, on est passé à autour de 120 € du mégawattheure, soit une augmentation de 100% en juste un an. Donc aujourd'hui, sans se préoccuper du décret tertiaire, c'est-à-dire si on restait sur notre consommation actuelle, on aurait une augmentation de plus de 100% sur nos factures d'électricité. Alors que si on applique l'objectif 2030, c'est-à-dire une baisse de consommation de moins 40% dès aujourd'hui, l'augmentation de la facture ne serait que de 20%. En 2040, il serait si on applique l'objectif de 2040, c'est-à-dire moins 50%, aujourd'hui, on aurait la même facture qu'à l'année dernière, malgré l'augmentation. Et enfin, si aujourd'hui, vous appliquez l'objectif 2050, c'est-à-dire moins 60% de consommation, ce qui est possible, on a déjà accompagné plusieurs clients sur des grosses rénovations qui a permis de pouvoir faire des rénovations, enfin des économies supérieures à 60%
de baisse de consommation. Aujourd'hui, on bénéficierait d'une diminution de votre facture de 20%. C'est-à-dire que malgré le doublement du prix de l'électricité, vous feriez déjà des économies. La deuxième opportunité, c'est de pouvoir valoriser votre patrimoine immobilier. Donc, il y a 2 points, notamment le premier, c'est d'accroître votre rentabilité locative. Aujourd'hui, en tant que propriétaire, vous pouvez financer les travaux d'économie d'énergie en échange d'une augmentation du loyer de votre bâtiment. Le deuxième point, c'est que le locataire, pour répondre à ses engagements au décret tertiaire, il va devoir engager certains travaux d'économie d'énergie. Et ça va valoriser le bâtiment. Un troisième point, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de dispositifs d'aide, soit des aides directes, soit pour le financement, et que ça participe au coût des travaux. Enfin, ça va diminuer le coût des travaux. Et enfin, un bâtiment qui est bien équipé, c'est un bâtiment qui va pouvoir être valorisé énergétiquement. Un bâtiment économe sera plus valorisé qu'un bâtiment qui consommerait beaucoup. Un autre point, c'est que ça va accroître l'attractivité du bien. C'est-à-dire qu'à la location, un bien pour lequel les factures d'énergie sont basses va pouvoir être loué plus rapidement et plus facilement. Pareil à la vente, si votre bâtiment a une bonne notation au décret tertiaire, vous allez pouvoir le vendre plus facilement. On peut faire le parallèle avec le résidentiel. Un appartement pour lequel il y a beaucoup de travaux sera plus difficile à vendre ou à louer qu'un appartement qui serait mal équipé et pour lesquels il y a des travaux à faire. Et enfin, le dernier point, c'est qu'un bâtiment exemplaire, si vous avez un bâtiment qui est le plus performant de la zone, c'est un bâtiment qui va se démarquer et qui va être beaucoup plus attractif. Donc aujourd'hui, là, j'ai fait un panel des aides et subventions. Donc, ce n'est pas exhaustif, il y en a beaucoup d'autres, notamment les aides à la réalisation des travaux. Donc, vous avez les C2E, qui sont un dispositif porté par les fournisseurs d'énergie. Vous avez les aides à l'installation de pompes à chaleur géothermiques, panneaux solaires et chaufferies bois, donc ça qui est porté par l'ADEME. Et puis, pour ces dernières installations, vous avez besoin d'une étude de faisabilité et puis peut-être un accompagnement pour le suivi des travaux. Donc ça, il y a des aides également qui peuvent être financées de 50 à 70%. C'est des choses que nous, on peut en prendre en charge, enfin, qu'on peut s'occuper. Vous avez également des aides spécifiques. Là, j'ai donné un exemple sur l'hôtellerie-restauration. Notamment sur les travaux d'isolation, sur le remplacement des groupes frigorifiques. On peut avoir jusqu'à 3 500 € par appareil. Et puis, pareil, de l'accompagnement pour la rénovation énergétique globale, vous pouvez avoir jusqu'à 3 000 €. L'État aussi a mis en place, peut vous prêter de l'argent pour le financement de ces travaux d'économie d'énergie. Donc, notamment à travers la BPI qui peut vous prêter, qui a le prêt vert transition énergétique. Donc ça, on est sur des rénovations de grosses installations qui peut vous prêter de 50 000 à 5 millions d'euros. Vous avez des prêts d'économie d'énergie. Donc ça va être plus sur la rénovation globale d'un bâtiment. Et puis, voilà, des aides plus ciblées sur les flux de votre entreprise avec le DIAG EcoFlux, avec des restes à charge uniquement de 2 à 3 000 €. Et enfin, un prêt de l'État français, le PE, le prêt économie d'énergie, qui peut vous prêter jusqu'à 100 000 €. Et puis, le dernier point, c'est les collectivités locales, il ne faut pas les oublier, qui peuvent vous financer une partie des travaux. Donc, ça va beaucoup dépendre de la situation géographique de votre bâtiment, mais on peut penser aux communes, aux départements, aux régions. Voilà. Alors, je vais finir par la dernière opportunité, agir contre le réchauffement climatique, qui devrait être la numéro 1, puisqu'en effet, le décret tertiaire, l'objectif, c'est bien de limiter les quantités de gaz à effet de serre émis et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Alors, réduire ses consommations énergétiques, bien sûr, ça sert à quoi? Ça sert à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ce qu'on peut dire sur l'aspect environnemental,
en se plaçant à la tête d'une entreprise, c'est que ça peut répondre aussi aux engagements RSE qui sont aujourd'hui de plus en plus discutés. Et ça permet de construire sa politique RSE, de valoriser son image de marque et puis d'anticiper les prochaines obligations. Alors là, je donne un exemple avec le DPEF, qui est la déclaration des performances extra-financières, qui est à joindre au rapport de gestion d'une entreprise. Aujourd'hui, il est obligatoire avec un certain chiffre d'affaires, mais aussi un effectif supérieur à 500. Mais par exemple, en 2024, ce seuil va descendre à 250 salariés. Donc, on peut imaginer qu'au fil des années, ce DPEF deviendra obligatoire pour tout le monde. Enfin, un dernier point très important, ça permet de gagner en crédibilité, parce qu'aujourd'hui, on voit de nombreuses entreprises qui parfois communiquent sur leurs actions environnementales et qui sont proches du greenwashing où ils allègent d'allégations. Or, pouvoir communiquer sur une entreprise, sur le décret tertiaire, en indiquant par exemple que nous sommes déjà sur les objectifs 2050, eh bien, c'est pouvoir mettre en avant un plan d'action qui est réaliste, puisqu'il y aura bien des économies d'énergie, qu'elles seront mesurables et qu'elles seront durables dans le temps, elles ne vont pas disparaître. Donc voilà un point qui nous semble hyper important en tout cas sur l'aspect environnemental. Alors pour résumer, appliquer le décret tertiaire, ça crée des opportunités qui permettent, 1, de réaliser des économies financières, 2, de valoriser les bâtiments, 3, de bénéficier d'aides financières, 4, de valoriser son image de marque, et 5, enfin, de participer à la politique RSE. Voilà. Merci à vous. On va enchaîner avec Amélie Bonnet du groupe SNEF qui va nous présenter comment bien intégrer le dispositif dans l'exploitation de ces installations. Alors, Amélie, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je suis connectée. Merci, Ok, Pierre. super, on peut y aller. Ok, donc bonjour à tous. Donc ce décret tertiaire, pour pouvoir l'appliquer pendant l'exploitation et la maintenance de vos installations, il faut pouvoir agir concrètement sur son bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter sur la sobriété énergétique et la décarbonation de votre bâtiment tertiaire. Le groupe SNEF a beaucoup de secteurs d'activité et de filiales dans l'industrie et le tertiaire. On est implanté en France, en Europe et à l'international. Mais il y a 2 entités qui pourraient vous aider sur votre site concrètement. Donc, il y a SNEF Maintenance, lors de l'exploitation et la maintenance de vos installations, et aussi les travaux de génie climatique qui peuvent intervenir sur tous les éléments techniques de votre bâtiment. Je suis responsable de la performance énergétique à la cellule nationale en tant qu'ingénieur efficacité énergétique et chez SNEF Maintenance. Vous avez les leviers d'action du décret tertiaire qui sont décrits dans le décret tertiaire. Donc, il y a 4 aspects. La performance énergétique du bâtiment avec l'enveloppe du bâtiment. Il y a les équipements performants et de dispositifs de contrôle du bâtiment sur lesquels justement votre agence en local à Brest, donc qui est l'équipe Rousseau, pourrait vous aider sur le remplacement de vos équipements, les modalités d'exploitation des équipements avec SNEF Maintenance qui peut intervenir sur vos installations pour la réduction des consommations d'énergie, et puis l'adaptation des locaux et le comportement des occupants pour la sensibilisation des usagers, où on peut également vous aider à mettre en place des programmes. La stratégie neutralité carbone pour atteindre concrètement ces objectifs du décret tertiaire. Donc, vous pouvez mettre en place pour la performance des bâtiments et la sobriété énergétique des contrats de performance énergétique par la conduite et le pilotage. Vous pouvez aussi décarboner vos productions de chaleur et de froid en supprimant vos productions de gaz ou en les réduisant si vous ne pouvez pas vous passer complètement du gaz. Également, remplacer vos équipements de froid par des équipements à
utilisant des fluides de frigo à plus faible pouvoir de réchauffement planétaire. Vous pouvez installer des énergies renouvelables sur votre site avec des panneaux photovoltaïques en autoconsommation ou connecter votre bâtiment à un réseau de chaleur urbain qui est principalement produit par des énergies renouvelables. Vous pouvez mettre tout ceci dans un plan pluriannuel d'investissement sur lequel on peut vous aider à mettre en place une stratégie. La conduite et le pilotage de vos installations, vous pouvez générer entre 8 et 15% d'économies. Cet hiver, vous pouvez mettre des actions concrètes à mettre en œuvre sur votre bâtiment pour tous les bâtiments tertiaires de toute taille, dont principalement négocier avec votre exploitant et votre mainteneur un contrat de performance énergétique service qui va principalement agir sur l'exploitation et la maintenance de vos installations. Votre mainteneur va pouvoir s'engager sur une réduction des consommations avec une garantie du résultat. C'est un outil pour les objectifs du décret tertiaire. Ça se traduit par un investissement en termes de temps ou petits travaux sur la réduction des consommations. Votre mainteneur va pouvoir garantir votre résultat. Et c'est un contrat, c'est-à-dire que c'est principalement un contrat, une clause à rajouter sur votre contrat de maintenance. Donc, c'est sur une durée entre 3 et 5 ans avec un engagement et une clause d'intéressement bonus-malus. Pour ce qui est la méthodologie pour mettre en place le contrat de performance énergétique, que je n'expliquerai pas en détail ici, mais on peut vous aider. Vous pourrez nous recontacter. Il y a les contacts à la fin de cette diapo. Tout ce qui est transformation des équipements techniques sur votre site pour aller plus loin dans la décarbonation. Donc, il y a également un autre décret qui est venu renforcer le décret tertiaire. Donc, c'est un outil, c'est le décret BAX, qui est une réponse au décret tertiaire. Il s'inscrit dans une logique de moyens. Donc, c'est pour tous vos équipements tertiaires avec une puissance de chaud ou de froid supérieure à 290 kW, où il faudra installer une GTB sur vos équipements. Là encore, on peut vous aider, SNEF, avec l'équipe Rousseau, installer cet équipement, qui peut se faire accompagner également en termes de conception et de réalisation d'Ekiom et de SNEF Connect. On est équipé pour déclencher les certificats d'économie d'énergie et venir directement les mettre en réduction de vos devis. On peut également vous proposer du tiers financement, c'est-à-dire installer l'équipement en location pour vous éviter d'investir le montant c'est-à-dire initialement et vous pouvez payer l'équipement par des mensualités sur un nombre d'années déterminé que vous pouvez justement gérer avec ce tiers financement. Au niveau des certificats d'économie d'énergie, mais comme je vous disais, nous, on a un contrat cadre avec un obligé. Il y a 36 fiches d'opération standardisées dans l'industrie, donc ce n'est pas aujourd'hui l'objectif, l'industrie de ce webinaire, mais dans le tertiaire, il y a 50 fiches d'opération standardisées, comme par exemple le remplacement d'une chaudière, la mise en place d'une pompe à chaleur, la mise en place de VRV, le raccordement de votre bâtiment à un réseau de chaleur urbain. Tout ça sont des outils pour les réductions de vos consommations d'énergie pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et SNEF Maintenance, plus généralement le groupe SNEF, peut vous accompagner dans le montage de ces dossiers C2E. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Amélie. Alors, je vous laisse afficher un petit peu les contacts. On vous les remettra à la fin, mais comme ça, vous pouvez prendre en note les contacts qui sont intervenus pendant ce webinaire, cette présentation. On va passer sur un petit temps de questions-réponses. Alors, soit vous pouvez cliquer sur le bouton « Lever la main » et on vous donnera la parole, soit vous écrivez dans le chat. Je crois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été rédigées dans la partie Q&R, le bouton Oui. Q&R questions-réponses. Oui. Je vais laisser Eloane, tu peux te présenter Oui, bonjour à tous. et puis répondre aux questions. Alors, je vais essayer de gérer un peu les questions-réponses. J'ai vu que dans le chat, il y avait eu des questions depuis le début et que Solène a répondu à toutes les questions, je crois, maintenant. Si je ne me trompe pas, toutes les questions ont été répondues. C'est très clair. Oui, j'ai l'impression que toutes les questions ont été répondues. Moi, j'ai pris en note toutes les questions et les réponses et on vous transmettra un document Word
récapitulant tout ça, on vous enverra ça par mail et aussi le lien de la rediffusion. Maintenant, si vous avez des questions, vous voulez les poser à l'oral, comme l'a dit Pierre, vous pouvez lever la main. Je regarde, s'il n'y a pas de nouvelles questions. Je souhaiterais répondre à une des questions en fait où je vois, je connais la réponse. C'est en fait en ce moment il y a le coup de pouce chauffage tertiaire qui peut vous aider, qui booste le montant des C2E si vous supprimez votre chaudière au gaz ou au fioul, donc utilisant des énergies fossiles, et si vous remplacez cette chaudière par un équipement, donc une PAC R. Alors non, il n'y a pas le bonus pour la PAC RR, mais il y a le bonus pour la PAC RO, le raccordement à un chauffage urbain. Donc, ça peut être intéressant. Si, par exemple, vous avez une chaudière au gaz et un groupe froid, vous pouvez supprimer sur site ces deux équipements et le remplacer par une PAC RR en réutilisant le réseau hydraulique de votre bâtiment. Donc ça, vous pouvez solliciter le groupe SNEF, que ce soit les travaux ou le secteur maintenance, pour vous aider sur ces sujets. Alors, il y a une question sur les pénalités. Ça a déjà été répondu normalement. Vous pouvez, sur les questions-réponses, vous avez ouvrir. Il y en a 14 et vous avez les questions qui ont été résolues. Oui, du coup, je vais compléter sur les pénalités. Si je comprends bien la question, c'est savoir s'il y aura des pénalités si la déclaration n'est pas faite au 30 septembre, là, qui arrive à grands pas quand même. Alors, si vous n'avez pas déclaré vos consommations d'énergie au 30 septembre, vous n'êtes pas dans les clous de la réglementation, puisqu'il n'y aura pas de report à la fin du mois. Ceci dit, la plateforme Opera ne ferme pas au 1er octobre. Il vous sera toujours possible, même si vous n'êtes pas dans les temps, de compléter votre déclaration, de faire des modifications, etc., jusqu'à la fin de l'année, même encore un peu plus tard. Mais il n'y a pas de... Comment dire, on ne laisse pas une souplesse officielle, en fait. C'est juste qu'actuellement, on se rend compte que la plateforme Opera ne se remplit pas aussi vite que ce qu'on pensait. Il y a pas mal d'acteurs qui nous signalent qu'ils ont des difficultés. Il y a eu des bugs qui ont été corrigés assez tardivement. Donc, on a pris le parti de dire qu'il vaut mieux qu'on remplisse la plateforme Opera sereinement sur toute la fin de l'année 2022. Donc, il y a une petite marge de manœuvre si vous n'êtes pas dans les temps. Mais arrivera un moment où on dira que maintenant c'est fini, et il y aura des pénalités, des mises en demeure pour tous ceux qui devaient avoir rempli la plateforme Opera et qui ne l'ont pas fait ou pas complètement. Donc il faut faire ça le plus vite possible, faites au mieux. Si le 30 septembre, c'est vraiment pas possible, à ce moment-là, vous pourrez dépasser un peu sur les mois qui suivent, il n'y aura pas de pénalité. Ceci dit, il est prévu que dans la plateforme Opera, il y a un pop-up ou quelque chose qui vous signale que vous n'êtes pas dans les temps, et ce sera après dans les extractions qu'on fera de la plateforme Opera, on nous signalera si ça n'a pas été fait dans les temps, qui nous permet aussi de voir un peu la bonne foi des uns et des autres. Si on a des difficultés avec quelqu'un qui en plus n'avait pas rempli dans les temps et était très très en retard, ce sera traité avec un peu moins de légèreté, par exemple. Mais vous pourrez, si vous ne pouvez pas faire votre déclaration pour le 30 septembre, si vous n'avez pas toutes les informations, vous pouvez toujours dépasser un peu, il n'y aura pas de pénalité. Du coup, sur la question suivante, à savoir quels sont les contrôles, du coup, il est prévu que ce soit les services déconcentrés de l'État qui fassent les contrôles, donc pas forcément moi, mais plutôt les services déconcentrés dans les départements, donc les DPTM, les directions départementales des territoires et de la mer. Pour réaliser ces contrôles, on aura donc un accès contrôle à la plateforme Opera, qui pour l'instant n'est pas prêt, puisque ce n'est pas la priorité du développement de la plateforme, mais ça va arriver. Et
on a accès aussi à des bases de données qui sont préparées par le CEREMA, qui nous donnent en fait une liste des assujettis pré-identifiés qu'on pourra comparer avec ceux qui ont effectivement déclaré la plateforme. Et ensuite, la plateforme va avoir un certain nombre de tests en interne pour nous signaler les déclarations qui paraissent étranges, les entreprises qui sont loin de leurs objectifs, etc. etc. Ensuite, Je crois qu'on avait une question une à question. l'oral. Oui, il y a une main de levée. Si vous voulez intervenir. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est Thierry Frédéric. Oui, on vous entend. Parfait. Nous, chez Hitachi, pour cette pensée sur ce sujet depuis un certain temps, on constate qu'il y a une population qui est une population clé quand même, qui sont les syndics aujourd'hui, qui ne se sentent pas du tout concernés par le décret tertiaire et qui ont beaucoup de bâtiments tertiaires en gestion, en multipropriétaires, et qui ont un rôle important de conseil et peut-être aussi de concentrer toutes les informations de consommation. Et donc, là, c'est peut-être une question pour Hervé ou pour les gens de chez Émergence. Comment vous voyez, vous, cette sensibilisation des syndics? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, en matière de démarche, ces gens-là ne nous ont pas ouvert la porte et ne se sont pas concernés. Et pour moi, ils ont vraiment un rôle clé à apporter dans les processus globaux de ce décret tertiaire. Ça, c'était ma première question. Alors, nous, on travaille sur un projet avec un syndic où eux, on fait les démarches et essaye de gérer un peu tout le projet avec les locataires et les propriétaires, faire la remontée des données. Mais après, sur d'autres projets, on n'avait pas forcément de syndic autre que celui-ci. Et ça s'est plutôt bien passé, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et puis le deuxième point, Il y a si des vous voulez, questions. c'est que hormis la partie optimisation technique du bâtiment, de l'enveloppe, etc., il y a des aspects juridiques aussi qui rentrent en ligne de compte à travers les baux commerciaux ou les baux de location, parce qu'il y a une obligation d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, mais l'utilisateur, qui peut être un locataire, rentre directement en interaction avec la consommation énergétique, donc la façon dont on utilise le bâtiment. Et donc, il y a un aspect juridique qui nécessite, à mon sens, la nouvelle rédaction de nouveaux contrats de baux en indiquant les responsabilités finalement de chacun. Et ça, c'est un aspect qui n'est peut-être pas souvent abordé, mais qui, à mon sens, est aussi relativement important. C'est-à-dire que au-delà de l'amélioration de la performance énergétique, si les bâtiments sont loués, il y a aussi des obligations des locataires. Donc, je ne sais pas quels sont les conseils que vous donnez dans ce sens-là ou comment vous abordez cette chose-là, mais bon, c'est un aspect relativement important. Voilà. Oui, ouais, le plan d'action, il est de porter conjointement entre le propriétaire et l'occupant. Si on prend un exemple concret, pour une température de chauffage à Brest à 19-20 degrés, il est clair que si l'utilisateur met toutes les températures à 23 ou Exactement. 24 degrés, d'où l'intérêt justement d'avoir une GTC, je reviens avec la SNEF, une GTC avec un contrat de performance et un suivi pour éviter toutes les dérives, l'aspect utilisation du bâtiment est relativement fondamental. Oui, allez, vas-y. Pour répondre à votre question, à vos deux questions, c'est vrai qu'il y a un sujet propriétaire-locataire, les deux sont concernés. Et je pense que pour mener le décret tertiaire, eh bien, il faut un pilote. Donc, il faut que quelqu'un, soit le propriétaire, soit le locataire, qui prenne le leadership du sujet, et qu'ensuite, il y ait vraiment un pilote et que tout le monde puisse discuter. Parce que c'est vrai que c'est du coup assez compliqué à comprendre, mais simple dans les faits. Et je crois que la clé de la réussite, c'est vraiment mettre tout le monde autour d'une table pour discuter des tenants et des aboutissants du décret tertiaire et d'avancer. Et concernant les syndics, il est vrai qu'ils sont plutôt orientés propriétaires et pas locataires. Donc, chez eux, la démarche est en train de faire son bonhomme de chemin, mais elle n'est pas naturelle. Donc, à ce moment-là, il faut, je pense,
avoir un pilote qui mette tout le monde en relation, parce que j'ai parlé du propriétaire, du locataire, mais il y a également en effet le syndic, puisque les consommations énergétiques des parties communes sont concernées par le décret tertiaire. Donc, ça fait, sur un bâtiment de bureau, par exemple, ça fait trois entités concernées. Et on multiplie la complexité lorsqu'il y a plusieurs propriétaires et locataires dans un bâtiment de bureau. Donc, c'est vraiment un effort de clarification et de discussion. Je ne sais pas si ça vous répond. Oui, ça va bien comme réponse. Oui, oui. Mais c'est pas si simple que ça à gérer. Hein. Je conviens, il faut un pilote. Oui. Est-ce que ça fait partie de votre mission en tant qu'objectif de jeu, justement, de mettre tout le monde autour de la table et justement de porter des solutions et d'accompagnement justement auprès de tous ces acteurs pour que finalement chacun, à son niveau, fasse sa quote-part et prenne ses responsabilités sur la partie qui les engage finalement? Oui, ça peut faire partie tout à fait. Nous, on s'occupe déjà de pas mal de clients sur justement la remontée de toutes les informations des consommations, des surfaces, et puis les rentrées des données sur la plateforme Opera. Ça, c'est un des premiers points. Et puis, deuxièmement, ça peut être aussi un accompagnement sur leur stratégie de diminution de leur consommation d'énergie. Et là, il faut faire vraiment une étude, une discussion, et justement de mettre tout le monde autour de la table pour savoir ce qui est possible de mettre en place pour arriver à l'objectif de diminution, enfin les objectifs des critères tertiaires. Donc, c'est tout à fait dans nos cordes. Parfait, merci. Merci beaucoup pour les réponses. Merci Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions qui arrivent, des petites questions, mais qu'on a quand même dépassé l'horaire de 5 minutes. Ce qu'on vous propose, c'est d'y répondre et de vous envoyer le document par la suite. Il y a 4-5 questions qui n'ont pas été traitées. Et je vois que les participants commencent à partir. Voilà. Hop. Je prends toutes les questions. Ouais, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à l'oral. Oui, à l'oral peut-être, oui. Allez-y. Mais sinon, pour rappel, avant que vous quittiez le webinaire, on vous renverra le PowerPoint, la présentation qui a été diffusée, ensuite le lien de la rediffusion, et puis les questions et les réponses aux questions sur un document Word. Voilà. On vous enverra ça à votre adresse mail par la suite. Donc n'hésitez pas s'il y a encore des questions. Mais sinon, on vous remercie pour votre présence. J'avais une question par rapport à la question de Madame Nicole. Je ne sais pas si elle est encore là. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas de facture énergétique? C'est parce que vous ne les avez pas conservées ou est-ce que parce qu'on ne vous facture rien? Bon, pour intervenir, vous pouvez lever la main, normalement. Sandrine Nicole, vous pouvez lever la main. Alors, il y a une autre main qui s'est levée, c'est peut-être ça. Pierre, tu peux accepter, s'il te plaît. Oui, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Oui, je cherchais comment vous répondre. Effectivement, c'est dans le cas d'un rachat en particulier et les anciens locataires étant partis depuis un moment, le propriétaire vendeur n'a pas pu fournir les factures. Donc, il n'y a aucune information sur l'historique des consommations énergétiques. Ok. Du coup, vous allez pouvoir demander, c'est qu'il y a des fournisseurs d'énergie comme Enedis qui peuvent vous fournir ces factures. Faire la demande. Après, quand est-ce que vous avez effectué le rachat? Ça datait du début du mois, donc c'est pour ça aussi en termes de... Du coup, vous ne pouvez pas déclarer les consommations 2020-2021, mais il faut au moins pouvoir s'inscrire sur la plateforme Opera. Ouais. Mais l'inscription est possible même en l'absence de ces documents, en fait. Oui, bien sûr. Ouais.
Mais c'est juste que pour fixer les objectifs, ça va être compliqué. Oui, absolument. Il faut voir avec les fournisseurs d'énergie Ouais. si on peut vous passer l'historique. D'accord. Oui. Ils ont un formulaire avec un mandat que vous pouvez récupérer certainement sur Internet. Vous remplissez. Maintenant que vous êtes titulaire du compteur, vous pourrez accéder à l'historique. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Et Enedis a mis en place aussi une adresse mail dédiée Une qui adresse envoie mail. automatiquement Oui. les historiques de consommation. Je ne l'ai pas sous la main, mais Ah, moi non plus, je pourrais vous le transmettre. Et comme ça, on l'envoie en même temps que les questions-réponses. Voilà. C'est bien noté. Ben, merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions à l'oral, je pense que Pierre, on peut clore. Je finis de copier les questions écrites. Alors, je vois peut-être une dernière question auquel on va répondre. Je vois, c'est toujours M. Freddy qui pose solution partir en valeur absolue. Alors, comme Solène l'a précisé tout à l'heure, il y a deux valeurs. Il y a la valeur par référence et la valeur absolue que l'on peut renseigner sur la plateforme Opera, mais qu'on doit d'ailleurs rentrer sur la plateforme Opera. Et c'est la première atteinte qui sera la preuve que vous avez atteint l'objectif. Donc, ça va se faire un petit peu automatiquement. Mais il est vrai qu'au niveau de la stratégie, dans la démarche de décret tertiaire, il est important de travailler sur les deux valeurs. Tout simplement parce que vous pouvez tenter de le faire rapidement et de rentrer simplement vos consommations 2020-2021. Pour autant, calculer la valeur absolue, ça vous permet aussi d'avoir un deuxième objectif et de pouvoir caler votre stratégie d'investissement d'ici 2030 sur l'objectif qui va finalement apparaître dans la plateforme Opera, d'une part. Et deuxièmement, ne travailler qu'en référence ou en valeur absolue. Il peut y avoir quelques pièges. Par exemple, si vous avez mené des travaux de rénovation énergétique entre 2010 et 2020, il est dommage de ne pas les intégrer dans le décret tertiaire. Si vous avez investi, je vais donner un exemple, 150 000 € de remplacement de fenêtres, en 2015, il est plutôt intéressant de choisir comme année de référence l'année 2014, puisque vous embarquez déjà une partie des 40% d'économie d'énergie que vous avez à réaliser d'ici 2030. Donc, cette réflexion est importante en amont de la déclaration sur Opera, mais on peut également modifier certains paramètres, comme l'a dit Solène, après l'inscription et l'inscription sur Opera. Et voilà. Donc, vu qu'il n'y a pas d'autres questions à l'oral, j'ai pris toutes les questions par écrit. Ah, il y en a une nouvelle qui vient d'apparaître. Non, c'est bon. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. On vous remercie tous, les participants, les intervenants. Merci, au revoir. Merci. Okay. Et on vous enverra le lien pour la rediffusion, le lien de la rediffusion, les questions-réponses par mail dans les prochains jours, normalement la semaine prochaine. Ok. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Bonne journée à tous, merci.